Auditeurs, nous sommes vendredi le 9 janvier et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors d'abord, il est tout à fait impossible de ne pas dire un mot sur cet attentat qui a ciblé directement la liberté d'expression. Des victimes viennent d'être assassinées cette semaine pour la simple raison d'avoir exprimé autrement leurs pensées. Donc un attentat hautement douloureux, c'est le pire qui peut arriver dans une société démocratique. Empêcher une personne de s'exprimer est une atteinte à un droit fondamental, mais aller encore au-delà de cette atteinte et l'assassiner. Nous n'avons malheureusement pas de mots pour décrire cette injustice. Alors j'aime beaucoup cette phrase qui prêtait semble-t-il, sans être tout à fait certain, de Voltaire. Il disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » Fin de citation. Alors la liberté de s'exprimer, c'est ce qui fait de nous des hommes libres, sinon un retour au siècle des ténèbres. Écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons déjà un énorme problème avec la censure étatique qui est de plus en plus active dans le monde. Et imaginez-vous aller maintenant jusqu'à assassiner quelqu'un juste parce que vous jugez ses idées de mauvais goût. Alors ça n'a aucun bon sens. Il est peut-être encore temps, je dis bien, il est peut-être encore temps à nos gouvernements de commencer par eux-mêmes, puis de réfléchir par la suite sur comment justement corriger chez certains individus de nos sociétés, dans notre société, que la liberté d'expression n'a qu'une seule limite, la violence. La violence devra être totalement exclue, écartée, impensable dans cette zone sensiblement sacrée. Affronter les idées par les idées nous fait grandir et la violence nous rabaisse au rang des bestioles. Alors, dans l'éducation, commençons par l'école et apprendre à nos enfants qu'est-ce que la gratuité de la violence, qu'est-ce que la liberté de l'expression, comment peut-on être en désaccord sans aucune haine et d'apprendre que dans la différence de nos idées, il y a une certaine richesse et une ouverture vers d'autres horizons. Voilà donc pour cette parenthèse, nos pensées sont avec les familles des victimes. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'une épreuve énormément pénible. Alors maintenant, revenons à notre sujet de ce matin. Justement, on parlait de la censure. La plupart de nos gouvernements pratiquent malheureusement cette méthode pour faire taire la voix d'une personne ou plusieurs. Pourquoi? Parce que ça ne fait tout simplement pas leur affaire. Alors cette semaine nous rappelle un événement tragique. C'était le 6 janvier 2012 à la station de métro Bonaventure. Un itinérant est mort. Alors un itinérant est mort sous les balles des agents de la SPVM. Il s'agit d'un réfugié qui a fui l'Iran pour venir se protéger en terre promise, le Canada, mais malheureusement, très vite, il a compris qu'il rêvait en couleur. Depuis 2006, date de son entrée au Canada, jusqu'à la date de sa mort, le 6 janvier 2012, cette victime n'a connu quasiment que la vie de l'itinérance. Mais il y a un épisode dans ce parcours de l'itinérance de ce type qui mérite d'être soulevé de nouveau pour comprendre qu'est-ce que nous cache cette terre promise florissante par le mensonge. Alors c'est que le 26 novembre 2008, alors que Montréal venait de recevoir sa première bordée de neige, il faisait très 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 froid et cette victime dont on parle ce matin n'a pas voulu passer la nuit dehors, ivre et en réaction de survie à cette température, elle s'est réfugiée à l'intérieur d'un immeuble non résidentiel, je dis bien non résidentiel et inhabité. Alors vous savez plutôt pourquoi ce sans-abri s'est permis, si vous voulez, de lui même de rentrer dans cet immeuble, non pas pour commettre un crime, mais simplement pour se protéger contre le froid, ni plus ni moins. La police l'arrête, résultat, 7 mois de détention préventive. 7 mois de détention préventive. Alors le jour de son procès, le juge lui demande pourquoi, monsieur, vous êtes rentré dans cet immeuble. La victime répondait, j'étais ivre et j'avais trop froid. Et le juge regarde dans toutes les directions, puis il le déclare coupable. Coupable pourquoi? Coupable pour introduction par infraction et pour cette omission non responsable, le juge lui impose une journée de prison. Au fond, le juge savait très bien qu'il ne méritait aucune condamnation. Le sans-abri avait agi en instinct de survie afin de protéger sa vie contre une mort certaine, le froid. Mais pour que l'autorité ne perde pas la face, elle l'a déclaré coupable d'avoir abrité
dans un immeuble vide contre le froid. 7 mois de détention. 7 mois de détention préventive et une journée de prison. Essayez de comprendre quelque chose. Et encore, ce n'est pas fini. Nous avons le meilleur système au monde pour être injuste envers les plus démunis de notre société. Immigration Canada voulait à son tour révoquer son statut de résident permanent et l'expulser vers son pays d'origine. Alors, à cette annonce, le sans-abri devient complètement fou. Il ne comprenait encore moins cette escalade d'injustice. Pourquoi Immigration Canada voulait l'expulser? Je vais vous dire pourquoi. Parce que selon l'article 36 de la loi de l'immigration, toute personne reconnue coupable sous ce chef d'accusation, introduction par infraction, soulève directement de la grande criminalité. Et par là, il devient l'objet d'une expulsion. Autrement dit, par le fait de vouloir se protéger contre le froid et la misère, il rentre dans la catégorie grande criminalité. Je me demande finalement qui devra être jugé de grande criminalité, notre système de justice ou bien Immigration Canada, ou plutôt ce sans-abri qui a traîné des rêves derrière lui pour se retrouver face aux mensonges d'une politique complètement aveugle. Alors, devant le tribunal de l'immigration, le juge lui avait demandé « Pourquoi vous êtes rentré dans cet immeuble ?» Alors le sans-abri répond « J'avoue que j'étais ivre et j'avais très froid, monsieur le juge. » Alors semble-t-il, le sans-abri n'a jamais compris pourquoi il était en prison, puisqu'il avait la certitude de n'avoir commis aucun crime. Bref, juste pour vous dire, entre le rêve et la réalité, il y a un grand fossé. Malheureusement, cette itinérance s'est trouvée au fond de ce fossé, entre la crainte d'être expulsé, vivre en itinérance, vivre l'injustice sans borne, sans mesure aucune. La réalité était trop dure, le mensonge était énorme, la vie ne tenait pas à grand-chose. Tout, ce n'était pas assez pour que le 6 janvier 2012, l'autorité de la SPVM surgit pour ajouter sa dernière touche et cribler l'homme de balles. Pourquoi cet homme est mort ciblé? Pourquoi cet homme il est mort criblé de balles par les agents de la SPVM le 6 janvier 2012 à la station de métro Bonaventure? Et une courte histoire, il s'est réfugié encore dans une station de métro comme d'autres itinérants qui n'ont pas trouvé d'autre lieu pour se protéger contre le froid. La seule idée qu'il avait en se réfugiant dans cet endroit, c'était d'aller procurer un peu de chaleur, point à la ligne. Alors, pour s'endormir, alors maintenant, résultat, cette fois, il n'y a pas de question de détention préventive, bien sûr, mais annulation de survie préventive. 3 balles dans le dos, puis la naissance du silence. Le silence est lourd. Le silence nous apprend que la vie des personnes diminuées au Québec ne mérite pas de mots, pas de défense, pas de souvenirs. Aucune poursuite criminelle pour les 2 policiers impliqués dans cette fusillade qui a coûté la vie à monsieur Farshad Mohammadi. Farshad Mohammadi. Les médias n'ont pas soufflé aucun mot. La déontologie policière traîne les pieds en quête d'une excuse à ces policiers. Aucune décision jusqu'à présent, même si on la connaît d'avance. Le 6 janvier vient de passer sous silence. Aucun mot sur cette mort injuste. Est-ce que parce qu'il était itinérant, parce qu'il était réfugié, parce qu'il était un étranger, parce qu'il était un pauvre parmi des milliers de pauvres au Québec, ou plutôt parce que cette catégorie de personnes ne mérite simplement pas qu'on parle d'eux. On parle ou bien parler de justice à leur propos. Chers auditrices, chers auditeurs, au début de cette émission, nous avons justement parlé de censure, malgré que nous avons rappelé certains médias de l'importance de souligner la mort de cet individu, dont le dossier n'est pas encore clos, mais malheureusement, aucun signe, aucune pensée. La commande, semble-t-il, vient de haut pour ne pas, je dis bien, pour ne rappeler que personne, que nous sommes pas tout à fait égaux dans cette société. Chères auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas que M. Farshad Mohammadi n'a pas de famille au Québec. Il a vécu parmi nous, il est mort parmi nous, et nous lui devrons cette pensée que le gouvernement du Québec fait tout pour l'effacer. Pour en parler justement, nous allons communiquer avec M. Alexandre Popovic, porte-parole de la coalition contre la répression et les abus policiers. M. Popovic suit ce dossier de très près. Nous avons également invité M. Miron, directeur de l'Endroit de Laval, un organisme qui s'intéresse aux personnes prises avec les problèmes de santé mentale, où on va le questionner bien sûr sur cette mort injuste de Farshad. Alors au micro avec vous, chers auditrices, chers auditeurs, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Mon collègue, bien sûr, Ernest m'accompagnera le long de cette émission. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, je vous invite à demeurer à l'écoute après le thème musical « Rendre à César ce qui est à César ».
Voilà, donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Et directement, on parle aujourd'hui de Farshad. Vous savez que le 6 janvier 2012, nous sommes dans cette semaine-là, 6 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de Monsieur Farshad, une personne qui est morte malheureusement entre les mains des agents de la SPVM. Et j'ai directement en direct avec moi Monsieur Alexandre Popovic. Alors Alexandre Popovic, il est porte-parole de la coalition contre rappelez-moi contre la répression et les abus policiers. Bonjour Monsieur Popovic. Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Popovic, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle tout simplement que devant moi, en face de moi, j'ai M. Ernest, qui est un militant pour le MAJ. J'ai aussi M. Miran, qui est directeur de l'Ondroit de Laval, un organisme qui s'occupe de la défense des droits santé mentale. Et en même temps, il y a quelqu'un qui me rejoint, quelqu'un de très important, qui est Robin Edgar. Lui, il a été témoin, c'est-à-dire il a interrogé les témoins sur le lieu de la fusillade, la journée de la fusillade de Monsieur Farshad. Alors, avant peut-être de vous poser directement la question à propos de Farshad, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a une réaction par rapport à l'attentat de Paris? J'ai une réaction rapide là. Mais moi, j'aimais bien Charlie Hebdo. Personnellement, je sais que ce n'était pas le cas de tout le monde, mais il faut pas oublier que Charlie Hebdo n'obligeait personne à acheter le journal et à les lire. Et tandis que les tueurs, le commando d'assassins, eux autres, ils ont décidé que personne n'avait le droit de lire Charlie Hebdo. OK. Ça, pour vous, vraiment, c'est la liberté d'expression qui a été atteinte, c'est ça? Oui, je pense que le geste parle de lui-même. OK. Excellent. Monsieur Popovic, revenons directement au sujet d'aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui est quand même s'intéressé beaucoup, je dis bien beaucoup, à l'histoire de Farshad. Est-ce que pouvez-vous nous dire pourquoi spécifiquement Farshad? Parce que Farshad, c'est quand même quelque chose important, quelque chose de spécifique un petit peu, parmi tous les morts d'hommes au Québec ici. Oui, bien, c'est que le décès de Farshad Mohamedi touche à différentes problématiques de société. On pense bien entendu en premier lieu à la problématique des interactions entre les policiers et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Excellent. Mais on pense également à la situation là, des personnes qui viennent au Canada. Monsieur Farshad Mohamedi était lui-même un réfugié au sens de la Convention là, des réfugiés de l'ONU. Et donc, il avait été accueilli au Canada comme réfugié. Monsieur Farshad Mohamedi est un Kurde d'Iran qui a vécu l'oppression là, dans les régions montagneuses du nord de l'Iran. Et il était frappé d'une ordonnance de renvoi vers son pays, et ce parce qu'il avait été trouvé coupable d'introduction par effraction, puisque en novembre 2008, il était rentré dans un bâtiment commercial vide pour se réchauffer. C'était à l'époque la première bordée de neige qui tombait. Tout à fait. Et il a été déclaré coupable et la Commission d'immigration et de statut de réfugié a prononcé une mesure de renvoi vers l'Iran, une décision qui a été portée en appel par son avocat. Et donc, et en même temps, le décès de Farshad Mohamedi illustre une autre problématique de société, ce qu'on appelle le profilage social, puisque M. Farshad Mohamedi, au moment de son décès, était sans abri. Itinérant, oui. Et il était à la station de métro Bonaventure en ce 6 janvier 2012, justement pour se protéger du froid. Mm-hmm. Et les policiers, le motif de l'intervention policière qui a ultimement abouti au décès de M. Farshad Mohamedi, c'était tout simplement qu'il
qu'il était un itinérant qui se trouvait à l'intérieur de la station de métro, et les policiers intervenaient au niveau de la mezzanine à la station de métro Bonaventure pour l'expulser, lui et les autres personnes dans sa condition, la condition sociale d'être un itinérant. Donc, c'est une claire démonstration là, de profilage social de la part du service de police de la ville de Montréal, puisque M. Farshad Mohamedi, il dérangeait pas personne. Là. Il y avait personne qui avait porté plainte contre lui, contre son comportement ou quoi que ce soit. Là. Alors c'est à mes yeux, à tout le moins, c'est pourquoi c'est un décès important. Et ça, c'est sans oublier toute la problématique du manque de transparence qui entoure les enquêtes de la police sur la police. Dans le cas de M. Farshad Mohamedi, c'est consternant de savoir que toute l'intervention policière a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la Société de transport de Montréal. Et la STM a refusé de remettre les bandes vidéo. Le journal de Gazette avait fait une demande d'accès à l'information. Tout à fait, oui. Et il y a une décision qui a été rendue par la Commission d'accès à l'information l'année passée. Et le journal de Gazette est en appel de cette décision-là, puisque la Commission est prononcée contre la transparence, c'est ironique pour une commission d'accès à l'information. Selon vous, M. Popovic, le public a le droit de visionner cette cassette-là? Bien, écoutez, je pense que c'est sans doute une des meilleures façons de se faire une idée sur la justesse de l'intervention policière et la justesse de la décision d'un des deux policiers impliqués d'utiliser la force mortelle contre M. Farshad Mohamedi. Déjà qu'on sait, avec le rapport d'investigation du coroner Jean Brochu, qui a été rendu public l'été dernier, que M. Farshad Mohamedi a été atteint d'au moins un projectile dans le dos. En fait, il s'agit du projectile d'arme à feu qui a causé la blessure mortelle de coûter la vie à M. Farshad Mohamedi. M. Farshad Mohamedi avait le dos tourné au policier lorsqu'il a été atteint. En fait, M. Farshad Mohamedi, lorsqu'il a été tiré de 3 projectiles de la part d'un des deux policiers impliqués, il quittait les lieux, tout simplement, il quittait la station de métro Bonaventure, et c'est dans ce contexte-là que la force mortelle a été utilisée. Alors oui, moi, je suis d'avis que ce sont des images qui sont d'intérêt public. D'ailleurs, les images ont été rendues publiques dans le cas de M. Alain Magloire, qui est décédé de balles tirées par le service de police de la ville de Montréal l'an dernier. On s'en rappelle, c'est proche du terminus voyageur sur la rue Berry. Et il va y avoir une enquête publique qui va débuter à compter de lundi prochain concernant le décès de M. Alain Magloire. Et donc, les images ont été rendues publiques. Dans le cas du décès de M. Alain Magloire, elles n'ont pas été rendues publiques, non seulement dans le cas de M. Farshad Mohamedi, mais également dans le cas de l'intervention policière qui a coûté la vie à M. Mario Hamel le 7 juin 2011, intervention policière qui a également coûté la vie à un passant ce jour-là, M. Patrick Limoges. Ça a tout été filmé, cette fois-ci par des caméras de vidéosurveillance de UQAM, et il n'y a eu aucune enquête publique qui a été ordonnée dans le cas de cette intervention policière doublement tragique, et les bandes vidéo n'ont jamais été rendues publiques non plus, malheureusement. Monsieur Popovic, avant de parler de silence qui entoure cette histoire de Farshad jusqu'à présent, et de silence surtout des médias, j'aimerais bien revenir un petit peu sur, pensez-vous vraiment déclarer Monsieur Farshad de grande criminalité? Est-ce qu'elle a du sens, cette histoire-là? Le déclarer de grande criminalité parce qu'il était réfugié dans un immeuble pour se réchauffer, quoi. Oui, c'est vraiment une aberration. Malheureusement, c'est la loi qui est ainsi faite, l'article 36.1a de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui stipule
que lorsqu'une personne qui n'a pas la citoyenneté est trouvée coupable d'une infraction qui est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement et plus, ça constitue, au sens de cet article de loi, de la grande criminalité. Et l'infraction d'introduction par effraction est punissable par une peine maximale de l'emprisonnement à perpétuité. Exact, oui. Donc, ça satisfait le critère énoncé à cet article de loi. Cela dit, l'avocat de Farshad Mohamedi, lui, était très confiant que en appel, la mesure de renvoi serait suspendue, puisque c'est en appel devant la section d'appel de l'immigration qu'il est possible de faire valoir des motifs humanitaires. Et l'avocat était très confiant que ça l'aurait, à toute la pratique, annulé la mesure de renvoi. Malheureusement, il n'a pas pu avoir d'appel parce que les policiers ont abattu M. Farshad Mohamedi avant que le dossier se rende devant la section d'appel de l'immigration. Vous êtes d'accord aussi, M. Popovic, que l'avis d'expulsion, ça a rendu la victime encore plus fou, là. Ça l'a complètement déséquilibré, quoi. Oui, bien c'est que direct en partant, il faut pas oublier que M. Farshad Mohamedi, il a vécu les choses en Iran. C'est ce que les gens qui l'ont côtoyé avant son décès ont d'ailleurs tous témoigné auprès des représentants des médias l'effet que M. Farshad Mohamedi, c'était quelqu'un qui souffrait de problèmes de santé mentale. Exactement. Et il n'avait pas de traitement, il n'était pas traité pour les traumatismes, les blessures psychologiques qu'il avait subies en Iran. Monsieur Popovic, vous avez lu le rapport d'investigation du coroner Dr Brochu. Est-ce que vous avez quelque chose où ça accroche là, où vous êtes tout à fait en désaccord? Bien, moi, le gros problème que j'ai avec ce rapport-là, c'est la recommandation, une des recommandations du coroner Brochu à l'effet qu'il faudrait qu'il y ait davantage de policiers qui soient équipés de pistolets à impulsion électrique, les tasers. Je comprends mal comment un coroner qui, dans l'optique de formuler des recommandations visant une meilleure protection de la vie humaine, va recommander que davantage de policiers utilisent une arme qui a déjà causé de nombreux décès à travers le monde. On parle de... Il y a un site internet qui s'appelle Truth Not Tasers qui compile de façon assez systématique tous les décès qui ont été causés par des pistolets à impulsion électrique en Amérique du Nord. Et on est rendu à près de 800 décès. Là. C'est en plus, alors c'est énorme. Mais, et on en a eu aussi à Montréal. On a eu le décès de Guilhem Régistre en 2007. À Québec, on a eu le décès de Claudio Castagnetta. À Vancouver, on a eu le décès de Robert Dukansky à l'aéroport international, également en 2007. Alors, c'est bien documenté là, que le taser est une arme qui peut contribuer à un décès, à une perte de vie humaine lorsque les gens sont dans une condition plus vulnérable, plus fragile au niveau du cœur, au niveau de, par exemple, les gens qui vont avoir consommé certains types de narcotiques aussi. Ouais. Et de voir ce coroner-là faire une recommandation, je trouve que c'est ce type de recommandation-là, je trouve que c'est une bêtise incroyable. Surtout que M. Brochu s'appuie sur une étude dont il cite un extrait, mais que lorsque on prend la peine de lire plus attentivement ce document-là, on se rend bien compte que les risques pour la vie humaine des pistolets taser sont sous-documentés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient à de nombreux endroits dans l'étude qui est citée par M. Coroner Brochu. C'est à se demander s'il l'a lu au complet lui-même. Et fait intéressant, M. Brochu est le coroner qui a également incité de l'enquête du coroner là, sur le
décès de M. Tournan Ménard, qui est un monsieur qui est décédé en novembre 2013 lors d'une intervention policière, et l'intervention policière lors de laquelle le taser a été utilisé, et dans le rapport le rapport d'investigation du coroner Brochu, eh bien, cette fois-ci, il ne recommande pas que davantage de policiers soient équipés de taser, n'est-ce pas? Écoutez, peut-être je passerai la parole à M. Miron, directeur de l'endroit de Laval. Oui, M. Miron. Oui, bonjour Alexandre. J'ai lu ton papier que tu avais fait je l'ai trouvé sur Coop Média de Montréal. J'ai trouvé que c'était bien fait, là, ce document-là, l'affaire Farshad Mohammadi. M. Popovic, il a mis beaucoup de temps là sur l'histoire de Farshad, tout à fait, oui. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu as contextualisé l'événement. Dans le fond, tu parles du profilage social, puis tu parles aussi d'une augmentation significative du nombre de constats d'infraction contre les itinérants. Donc, il y a comme une campagne systématique de la police pour harceler les itinérants. En particulier les itinérants, oui. En même temps aussi, t'as parlé aussi d'un aspect intéressant, c'est dans le fond, il s'est retrouvé itinérant à partir du mois de décembre, parce que momentanément, de août 2011 à décembre 2012. Oui. 2011. Ouais, décembre 2011. Dans le fond, il était en logement, puis il était supervisé par le projet Chez Soi. C'est l'approche Housing First qui est mis de l'avant actuellement par le gouvernement fédéral là, dans sa stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. Et c'est là où il était expulsé pour $200, une affaire de... Ouais, c'est ça. Il avait été expulsé pour $200, effectivement. C'est ça, dans une des recommandations du coroner Brochu, il dit que, dans le fond, c'est essentiellement du pitchage de POC. Il dit qu'il faudrait avoir plus d'intervenants sociaux pour intervenir à ce moment-là. Sauf qu'il y avait une certaine intervention qui existait dans son cas à M. Farshad. Comment ça se fait que dans le temps des fêtes, elle n'a pas eu lieu parce qu'il s'est retrouvé itinérant, il n'y avait pas de support? En tout cas, moi, je me pose des questions là-dessus. Puis en même temps, pendant un bon bout de temps, vu qu'il y avait une certaine supervision par le projet Chez Soi, pourquoi ils n'ont pas essayé de le mobiliser davantage pour qu'il prenne des médicaments ou en tout cas ou qu'il fasse une thérapie sur lui-même? En tout cas, je me pose des questions. J'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. À la négligence, je parlais, oui. Monsieur Popovic, oui, on vous écoute. Oui, c'est une très bonne remarque, effectivement, jusqu'à quel point que le projet Chez Soi fait plus que de fournir un toit aux gens qui essayent de se sortir de l'itinérance. Visiblement, M. Farshad Mohammadi faisait partie de ces gens-là, puisqu'il s'est retrouvé, il a rempli certains critères d'admissibilité au projet Chez Soi. Et comment se fait-il que les responsables du projet l'ont échappé à toute fin pratique? C'est un propriétaire qui est intransigeant, qui est pour une histoire de $200 à toute fin pratique, c'est lui, c'est le propriétaire. On retourne ce monsieur-là dans la rue et que font les responsables du projet Chez Soi? C'est une grande question, c'est un grand point d'interrogation. Ils sont invisibles dans cette histoire-là, en tout cas au niveau de cette étape-là dans la tragédie de M. Farshad Mohammadi. Oui, M. Ernest, oui. Il faut préciser que Farshad Mohammadi a été remis dans la rue suite à une décision de la Régie du logement auquel s'est adressé le propriétaire pour expulser. C'est encore la Régie du logement qui a... Qui l'a jeté dans la rue, il y a eu un avis d'expulsion, effectivement. Oui. Effectivement. Puis un autre détail qui est important de préciser aussi concernant le rapport du coroner. En aucun temps, dans les commentaires du coroner, il donne la parole aux policiers qui sont intervenus, mais en aucun temps, il donne la parole aux témoins
qui ont été plusieurs à livrer leur témoignage en ondes, notamment sur TVA et sur Radio-Canada. Et encore, je pense, M. Popovic, si vous me permettez, je pense qu'il y a aussi des témoins qui n'étaient pas interrogés, hein, parce que j'ai devant moi ici M. Edgar Robin, qui lui, il avait interrogé certains témoins qui ont vu qu'ils étaient témoins autour un peu de la fusillade, et ces témoins-là, on constate qu'ils n'étaient pas questionnés par ni les policiers, ni même par les médias. Ouais. Edgar, oui. C'est certain qu'il y a eu certains témoins qui ont été pas interrogés. Oui. Ça, c'est clair. Et si on parle des témoins qui ont entendu qu'est-ce qui s'est passé, oui. Plusieurs témoins ont dit qu'il y a eu un tir. Il y a eu une pause de je ne sais pas combien de secondes, mais il y a eu une pause significante. Après le premier tir, tu c'est ça. Ouais. Puis il y avait 2 tirs bang-bang comme ça. Suivi par deux balles. C'est ça, deux balles en succession. Et comment vous expliquez ça, vous, M. Edgar? Bon, moi, je pense que le premier tir, c'était le tir d'en bas, dans l'escalier. Le policier a tiré dans son dos, d'en bas. Oui. Il y a eu une pause. Le policier a monté l'escalier. Puis après ça, il y a eu 2 autres tirs. Alors, vous pouvez tirer vos conclusions vous-même. Il y a une phrase exécution sommaire qu'on peut peut-être utiliser dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous pensez? C'est fort, mais et la chose importante pour moi, c'est que la première tir, ça n'a pas dû être tiré parce qu'il était en train de fuir. Il n'était pas en train d'attaquer personne. Il était en train de fuir. Ouais. La police peut le suivre. Il y a eu plusieurs autres choses qu'ils ont pu faire au lieu de tirer dans le dos. Et aussi dans un endroit où ils ont pu peut-être manquer et toucher quelqu'un d'autre. Oui. Dans un endroit public, dans une station de métro. Monsieur Popovic, pour cette pause-là entre la première balle et les 2 balles, avez-vous quelque chose à dire? Bien, moi, je pense que c'est assez clair à la lecture du rapport du coroner que le policier, lui, il s'est dit, moi, je tire sur cet individu-là jusqu'à temps qu'il s'effondre au sol. Il a vu après 2 balles que M. Farshad Mohammadi était encore debout. Il en a tiré une 3e. Et vraiment, on est en présence d'un cas de ce qu'on appelait là, à l'époque le fleeing felon en anglais. C'était dans le code criminel. Les policiers avaient le droit de ouvrir le feu, utiliser la force mortelle contre un individu qui tentait de se soustraire à l'autorité de la loi en fuyant, en courant et ainsi de suite. Et le code criminel a pourtant été amendé au début des années 90 pour ne plus permettre aux policiers d'utiliser la force contre les personnes qui fuient, les personnes qui ne représentent pas de menace immédiate pour la sécurité du public, les personnes qui fuient. Aux États-Unis, ça a été fait dans les années 80, donc une décennie avant. Et pourtant, on a un cas flagrant. M. Farshad Mohammadi a été abattu, assassiné par la police, tout simplement parce qu'il fuyait les lieux, tout simplement parce qu'il n'obéissait pas à l'ordre des policiers. Moi, quand je lis dans le rapport du coroner la version du policier à l'effet que M. Farshad Mohammadi représentait une menace pour la sécurité du public, je n'achète du tout. M. Farshad Mohammadi, de nombreux témoins étaient présents à la station de métro Bonaventure, qui est quand même, je veux dire, il y a des milliers de personnes qui passent au travers de là à chaque jour, et il n'a pas agressé aucune autre personne. Voilà, M. Farshad Mohammadi, durant l'accrochage avec les policiers, le bâton télescopique du policier tombe par terre. M. Farshad Mohammadi ramasse le bâton télescopique du policier et il n'utilise pas le bâton pour attaquer le policier. Il marche un peu avec et il le laisse tomber et ainsi de suite. Donc c'est pas un individu là, qui est un fou furieux qui s'en prenait à qui que ce soit. M. Farshad Mohammadi, oui, il a utilisé un exacto contre le policier, mais il l'a utilisé contre la seule personne qui était qui lui causait un problème pour lui, c'était le policier qui ordonnait qu'il soit expulsé de la station de métro. Oui, tout à fait. Ernest, oui. Oui, mais ce qui est important pour avoir un portrait d'ensemble de la situation, il existe des enregistrements vidéo. Pourquoi la police s'acharne
encore à ce jour pour empêcher le public d'avoir accès à ces bandes vidéo, alors qu'on est au sein d'une enquête criminelle et qui se doit d'être transparente. Ben, il a répondu, je pense, M. Popovic à ça. Non, mais on est encore devant une instance judiciaire. Là. On est encore en appel de la décision de divulguer ces bandes. Ces bandes-là doivent être divulguées par souci de transparence dans le système de justice. Monsieur Popovic, je peux vous rappeler aussi que le MAJ, nous avons fait une demande pour rencontrer les 2 policiers impliqués et malheureusement notre demande a été rejetée. Alors... Est-ce que je peux parler des bandes vidéo? Oui. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord que les bandes vidéo, les caméras de surveillance doivent être divulguées publiquement. Moi, j'ai fait une investigation de le lieu. Puis, effectivement, le lieu en haut de l'escalier où Farshad a été tombé, il n'y a pas de caméra. Exactement. Alors, on ne voit pas qu'est-ce qui s'est passé avec les dernières balles. Oui. Mais il y a une caméra en bas qui a probablement visionné le policier qui a pris le premier tir en bas. Okay. Puis il y a des caméras en haut aussi. Mais le lieu où au milieu, il n'y a pas de caméra. Oui. Monsieur Moran, hein? Miron. Je revenais sur la question du profilage social. Parce que, dans le fond, les flics, bon, souvent, le pattern, là, le flic qui vient de la banlieue, il se croit dans la classe moyenne, puis tout ça. Quand il arrive avec des marginaux ou des itinérants, quand ils interviennent, ils sont pas là comme au service de ces gens-là. Ils les voient comme des ennemis. En tout cas, c'est souvent ça. J'ai rarement vu des policiers qui avaient le tour avec qui réussissaient à établir un climat de confiance avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou avec des itinérants. Ça peut exister, là, mais c'est très rare. Ouais. Dans ce contexte-là, bon, puis je suis aussi en Europe, dans des villes, les policiers ils n'ont pas de port d'armes. Bon, ça serait quoi les solutions pour au niveau de l'itinérance? Ça serait d'avoir des intervenants sociaux qui interviendraient avec eux autres quand il y a des situations de crise, ou plutôt que les policiers ils portent pas d'armes? Ou est-ce que tu vois des solutions pour l'intervention avec des itinérants ou les gens qui sont en situation de crise? Moi, je pense qu'une des choses qu'on devrait essayer, ce serait d'avoir, si on tient à tout prix à avoir des policiers qui sont impliqués dans ce type d'intervention-là, ce serait intéressant d'essayer d'avoir des policiers qui ne portent pas l'uniforme, parce que pour plusieurs personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, la simple vue de l'uniforme, ça déclenche des choses, des émotions négatives. L'uniforme, c'est l'autorité en soi. Et lorsque une personne vit un épisode de psychose, bien, c'est l'uniforme, ça peut prendre différentes formes. Ça peut devenir démon, ça peut devenir enfin de toutes sortes de créatures de l'enfer et ainsi de suite. Donc, il y a eu des expériences dans ce sens-là qui ont été utilisées. Ça prend des policiers, si encore une fois on tient à ce que ce soit des policiers qui continuent à faire ce type d'intervention-là, des policiers qui soient bien formés au niveau des techniques de désescalade, des techniques de désescalade verbale. La meilleure façon d'exacerber une situation, c'est de braquer son arme à feu sur une personne en criant. Ce que les policiers ont fait lors de l'intervention qui a coûté la vie à Farshad Mohammadi. Et c'est comme ça que les policiers sont formés. Ils sont formés avec l'espèce d'attitude de dominer le suspect et ainsi de suite par la force, par l'intimidation psychologique et ainsi de suite. Donc ça prend une approche tout à fait différente. Si la société, si enfin comme on souhaite que ce soit des policiers qui continuent à intervenir auprès des personnes de santé mentale, puis moi je pense même que ce débat-là devra avoir lieu à toute fin pratique, exact. Puisque moi-même j'ai pu constater en regardant les interventions qui ont été faites à l'époque, puisqu'il y a eu le projet de loi, le P38, qui a été déposé en 97-98, le projet de loi qui permet aux policiers d'intervenir auprès de personnes souffrant de problèmes de santé mentale, les conduire contre leur gré dans un centre hospitalier. Bien, on a eu la fraternité des policiers, on a eu d'autres importants syndicats policiers qui se sont vraiment montrés très récalcitrants à l'idée
problèmes de santé mentale. C'était vraiment pas une idée qui leur plaisait là, à ces policiers-là eux-mêmes. Ouais, excuse-moi, Edgar, vous voulez dire quelque chose? Oui, Alexandre, vous avez utilisé le mot psychose. Vous avez, pas vous... Adj, oui. Adj a utilisé la phrase complètement déséquilibré, oui. Et même fou. Oui. Et je pense que oui, il y a des gens qui souffrent des psychoses, il y a des gens qui sont vraiment complètement déséquilibrés, oui. Mais si on parle de Farshad lui-même, je pense qu'il avait raison d'être un peu peur de la police. Tout à fait. Alors, je veux pas suggérer que Farshad souffrait d'une psychose ou qu'il était complètement déséquilibré. Oui. Je pense qu'il avait quand même de raison d'avoir peur de la police à cause de son exposition, etc. Oui. Tout à fait. Monsieur Popovic, juste, est-ce qu'on peut être d'accord finalement que la vie de Monsieur Farshad a pu être épargnée? Bien, à mon sens, oui. Il n'y avait aucune nécessité, moi je répète, de la part de la police d'utiliser l'arme à feu. Il y avait la vie de personne était en danger. Il y a eu un policier qui a subi des blessures à l'exacto. Ça n'a pas dû être un moment agréable pour le policier, mais sa vie n'était pas en danger. L'exacto, ça fait des coupures, mais enfin, mais les policiers, que voulez-vous, ils sont formés comme ça. Ils sont formés pour utiliser la force mortelle à partir du moment où il y a une arme blanche qui est utilisée dans le contexte d'une intervention policière. Chaque année, on a des centaines de policiers qui sortent de l'École nationale de police du Québec avec cette formation-là. Et ils sont psychologiquement autorisés à tuer dans un contexte où il y a une personne récalcitrante qui a une arme blanche dans les mains, ne serait-ce qu'un vulgaire exacto. Monsieur Popovic, vraiment, il s'agit de la mort d'un homme. Êtes-vous d'accord? Maintenant, le silence qui entoure cette histoire-là, le 6 janvier, moi j'attendais au moins qu'il y aura un article, un rappel de ce dossier-là. Il n'y avait rien. Les médias, vraiment, complètement un silence de tombe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Selon vous, là, est-ce que les médias, ils ont pu au moins rappeler la population de la mort de cet individu-là, que la déontologie policière jusqu'à présent traîne les pieds, puis il n'y a rien qui est sorti jusqu'à présent. À votre avis, qu'est-ce qui a pu être mieux? Mais écoutez, moi, dans un premier temps, je m'attendais pas à ce que les médias rappellent l'anniversaire, le 13e anniversaire du décès de Farshad Mohamedi. Vous savez, dans les codes de bavure policière, la règle générale, c'est que les médias ils en parlent pendant une semaine et après ça, on passe à un autre appel. Ouais. Moi, ce qui m'a par contre vraiment étonné et déçu de la part des médias, c'est que l'été dernier, on a le rapport du coroner Brochu qui est public et il n'y a aucun média journalais, à part à l'exception du journal de Gazette, il n'y a aucun journal grand quotidien montréalais qui vraiment comme va écrire des articles pour dire bon, voici les causes et circonstances du décès de M. Farshad Mohamedi. Dans ce rapport-là, on apprend quand même des choses, on apprend le motif de l'intervention policière, on apprend que M. Farshad Mohamedi a été atteint de projectiles dans le dos qui a causé une blessure mortelle, et de Gazette consacre pas moins de 5 articles à ce rapport du coroner-là. C'est une ouverture importante, l'événement a été important, et il n'y a pas un mot, c'est le mutisme, c'est le silence radio dans la presse, dans le Devoir, dans le Journal de Montréal. Et oui, ça c'est profondément, c'est non seulement décevant, mais c'est troublant, parce qu'on parle d'un assassinat de la part d'un représentant de l'État, et les médias font preuve d'indifférence face à cette réalité-là, cette bavure-là. Et pourtant, et c'est ce qui est ironique aussi, c'est que à l'époque où M. Farshad Mohamedi a perdu la vie, on a eu de nombreux chroniqueurs des médias qui déploraient le manque de transparence des enquêtes de la police sur la police, avec raison bien entendu. Sauf que
les médias eux-mêmes, si ils se mettent à ignorer le rapport du coroner, s'ils se mettent à ignorer les causes et circonstances du décès, lorsque le rapport du coroner est rendu public, ne font-ils pas eux-mêmes partie du problème plutôt que de faire partie de la solution? Oui, mais ce qui nous ramène vraiment à dire que les médias, c'est des scènes théâtrales. Oui, Ernest. Ouais, précision, je crois que c'est le Soleil de Québec qui a publié un article sous la plume de Brigitte Le Breton, si je ne m'abuse, au sujet des conclusions du rapport du commissaire, du coroner. Ah, ce n'est pas le Soleil, c'est pas la Gazette? Non, mais il y a la Gazette qui a publié une série d'articles, mais dans la presse francophone, le Soleil a publié un compte rendu du rapport du coroner et des conclusions. Oui, alors, oui, Edgar, oui. Au niveau du silence, effectivement, nous sommes coupables nous-mêmes. Exact. MAJ, COPP, etc., parce que nous autres n'avons pas organisé une vigile le 6 janvier. Moi, je suis allé le 6 janvier. J'étais allé. Oui, mais quand même, on n'a pas organisé une véritable vigile. J'ai déjà proposé ça. Moi aussi, je suis coupable parce que j'ai pas travaillé assez fort pour Edgar, faire ça. je vous assure une chose, que je suis allé sur la Bonaventure à l'heure de midi et on a été deux collègues pour rencontrer d'autres personnes. Malheureusement, j'ai rien rencontré. Moi aussi, je suis allé. J'ai même fait des tweets, etc. Mais je pense qu'il faut organiser quelque chose chaque année, le 6 janvier, pour commémorer ça. Il y a beaucoup de symbolisme. Le 6 janvier, dans le calendrier chrétien, c'est Épiphanie. C'est le jour de la visite des trois mages. En la chrétienté orthodoxe, c'est le jour même de Noël. C'est le début de l'année. Alors, on peut faire une vigile contre la brutalité. On peut faire un bilan de l'année précédente, de qu'est-ce qui s'est passé dans l'année, etc. Alors, moi, j'ai parlé avec Jaggi Singh récemment et on va faire quelque chose bientôt. Mais dans les années précédentes, je veux faire ça le 6 janvier. Mais ça serait très bien que la population soit sensibilisée à cette problématique-là. Et justement, le rappel déjà, c'était une demi-manche. Oui, Ernest. Précision, j'ai retrouvé la référence, c'est pour l'article qui a été publié suite au dépôt du rapport du coroner. C'est Mourir dans l'indignité, publié sur Le Soleil, sous la plume d'Élisabeth Fleury, le 23 juillet 2014. Voilà, monsieur Miron, oui. Sur la question de la dénonciation de la brutalité policière, il y a une manif qui a lieu à toutes les années, là, le 15 mars. Puis on constate depuis quelques années que, depuis assez longtemps aussi, qu'il est réprimé, mais plus particulièrement au niveau des dernières années où on l'empêche de... On essaie de l'effacer complètement, là. Mais j'ai l'impression que tout le monde aurait intérêt à supporter cette manif-là. Il y a beaucoup de marginaux qui y vont puis qui ont subi la répression pendant l'année complète. Parce que souvent, les marginaux dans la rue, ils se font harceler par la police. Ils ont des étiquettes puis tout ça. Puis c'est sûr qu'ils y vont le 15 mars. Puis il y en a qui veulent en découdre avec la police. Mais en même temps, on parle de liberté d'expression. C'est un moyen de liberté d'expression. C'est un moyen de liberté d'expression, cette manifestation-là. Puis il faut dénoncer la brutalité policière. On la voit, la brutalité policière. On voit comment des gens sont traités. Les itinérants, ils sont traités comme des citoyens de seconde classe. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont traités comme des citoyens de seconde classe aussi. Il faut que ces gens-là qui sont victimes de répression policière, de profilage social, puissent s'exprimer, puis il faut que les gens, mettons les intervenants comme moi, on puisse y aller aussi pour les supporter. Puis il faut en tout cas... De toute façon, il faut encourager aussi cette manifestation du 15 mars parce qu'elle est très importante aussi, parce que moi, les gens, et surtout les jeunes, ce qui m'inquiète un peu, les jeunes, ils ont peur d'aller participer. Premièrement, moi, j'appuie ça. Je suis allé presque chaque année, j'ai pris des vidéos, c'est sur YouTube, etc. Mais c'est pas assez. Je pense qu'il faut faire d'autres choses durant l'année. Et moi, je pense que le 6 janvier, c'est le début de l'année. C'est une très bonne date pour mobiliser et aussi pour faire un bilan de l'année précédente. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013, 2014, etc., 2015. J'espère que l'année prochaine, 2016, on va faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé en 2015. Alors voilà, Alexandre Popovic, porte-parole de la coalition contre la répression et les abus de policiers. Est-ce que vous avez 2 mots à dire à ceux et celles qui vous écoutent ce matin?
Bien, moi, je pense que ça va être important de suivre l'enquête publique sur le décès d'Alain Magloire qui va s'ouvrir la semaine prochaine au centre judiciaire Gouin. C'est pas souvent qu'on a une enquête publique là, où des policiers doivent venir s'expliquer là, pourquoi qu'ils ont agi de telle façon dans une intervention qui a coûté la vie à une personne. Donc, ça va se passer la semaine prochaine. Ça commence lundi prochain. Ça va se poursuivre la semaine suivante. Je sais qu'il va y avoir aussi des audiences au mois de mars. Donc pour tous les gens là, qui s'intéressent à la problématique des bavures policières, c'est ouvert à tous. C'est une occasion là, de mieux apprendre, de mieux documenter pourquoi il y a des citoyens qui continuent à tomber sous les balles de la police. Et il faut surtout ne pas oublier que le 6 janvier 2012, c'est l'anniversaire de la mort de M. Farshad, un itinérant qui est mort malheureusement injustement sous les balles de la SPVM. Alors, M. Popovic, j'en vous dis à mon nom et à nom de l'équipe qui m'entoure, je vous dis merci d'avoir intervenu et puis on vous souhaite une excellente journée. Merci bien, M. Popovic. Merci à vous. Bonne journée à tous. À vous, merci. Alors voilà, c'était M. Alexandre Popovic, porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers. Maintenant, pour vous, M. Miron, directeur de l'Ondroit de Laval, est-ce que vous avez, pour les gens qui vous écoutent, pour justement encourager ces gens-là, pour participer à des manifestations contre les abus policiers et justement se rappeler aussi, rappeler des gens qui sont morts injustement. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais rajouter OK. C'est ça. Là, on parle de liberté d'expression beaucoup. En France, on défend bien gros la liberté d'expression suite aux événements qui sont arrivés. Mais quand la police donne tout le temps des P6 aux manifestants, quand ils s'arrangent systématiquement pour empêcher une manif d'être une manif, parce que le 15 mars, quand ils arrêtent le camion de tête ou la voiture de tête qui est c'est une manière de dire c'est pas une manif, c'est un regroupement spontané, puis c'est du monde qui veulent casser les affaires. Ils nient le droit des marginaux de pouvoir s'organiser puis de faire des manifestations. Puis après ça, on s'étonne que les marginaux ils voient dans la police des ennemis, alors que les policiers c'est comme les soldats canadiens en Afghanistan ou les soldats américains en Afghanistan, ils ont un mépris pour ces populations-là. La police a un mépris pour les itinérants puis pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est dommage, là, mais c'est du profilage social. Alors, il faut retenir vraiment qu'il ne faut pas empêcher les gens de manifester. Est-ce qu'il existe des policiers qui sont issus des rangs de l'itinérance? Il n'y en a pas. Edgar, 2 secondes. Oui, je trouve très ironique qu'en ce moment, il y a une banderole « Je suis Charlie » sur la mairie de Montréal. Oui, d'après moi, la ville de Montréal, c'est loin d'être Charlie. Je vais pas aller plus loin que ça, mais effectivement, l'SPVM est contre la liberté d'expression dans certaines manifs. Okay. Voilà. Ernest, 2 secondes. Oui, rapidement, c'est le mouvement Action Justice a déposé une demande d'enquête officielle auprès de la déontologie policière. 3 ans plus tard, on est toujours en attente du résultat. Merci bien de souligner ça. Alors voilà, chers auditrices, chers auditeurs, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Alors merci d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission. Merci à tout le monde, à M. Morin, à M. Alexandre Popovic, à Ernest, à M. Edgar Robin, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, on vous dit excellente fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.